Moi, c'est Sipaiwong Bay. Je vais vous parler aujourd'hui de Google EAT, passer du site populaire au site d'autorité. Tout le monde a entendu parler de EAT, EAT, EAT à peu près. Voilà. Donc ça, c'est moi, Sipaiwong Bay. Je suis consultante SEO spécialisée en enjeux éditoriaux, fondatrice de l'agence Assonance. Et globalement, si on peut résumer le fil directeur de ma carrière, c'est que j'ai des lectures très intello, un peu pédantes même, et je m'intéresse surtout aux influences de l'Internet, du web, sur notre perception du monde, on va dire. C'est un peu toute cette mouvance, si ceux qui peuvent connaître éventuellement, d'humanité numérique. Aujourd'hui, donc, on va parler d'EIT, qui veut dire Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness. C'est un acronyme qui désigne en fait une charte de qualité. Une charte de qualité qui est promue par Google, qui est décrite par Google et qui explicite finalement ce que le moteur attend d'un contenu. C'est vraiment, il faut retenir ça, que c'est une charte donc d'expertise, d'autorité et de fiabilité finalement, indice de confiance. La question finalement, c'est de se dire comment on identifie un contenu qui est digne de confiance. Parce que des contenus, on en parle très souvent, on en parle tous les jours. Qu'est-ce qu'un contenu, qu'est-ce qu'un bon contenu, de quelle longueur doit-il être, comment doit-il être écrit, faut-il des introductions, faut-il des transitions, faut-il des intertitres et conclusions. La conclusion est-elle encore utile aujourd'hui dans un article sur le web? Il y a plein de débats comme ça. Et finalement, on se pose souvent la question de comment le contenu doit être lui-même. Et là, ce qui est intéressant avec EAT, c'est que ça nous fait monter d'un cran dans la réflexion, c'est comment doit-il être fait, comment doit-il être construit, à quel enjeu il répond. Donc, qu'est-ce qu'un contenu de qualité? Il y a EAT, finalement, ça vient d'une démarche aussi de Google. Là, c'est un extrait d'une communication officielle googleienne qui explicite la volonté de Google de lutter contre la désinformation en ligne, en disant que, étant donné que Google étant un fournisseur d'informations à un grand nombre d'utilisateurs à travers le monde, la façon dont il classe, dont il hiérarchise, dont il indexe, dont il donne des résultats de recherche en SEO, a donc une influence sur ce que pensent les gens, l'information que reçoivent les gens en général. Et donc, ils le disent en fait que, en tant que grosse organisation mondiale qui donne de l'information dans l'objectif d'être universellement accessible et utile, je suis forte, hein, je suis un Google Translate à moi toute seule. Eh bien, finalement, le fait que les services de Google, c'est ce qu'ils disent, soient utilisés comme, relais d'informations, soit déceptives, soit fausses, ça leur fait pas plaisir, quoi. C'est on mind, ça les mine, ils sont pas bien, quoi. C'est une petite anxiété dans l'institution Google. Donc ça, c'est le discours officiel, que l'objectif de EAT, c'est finalement de pouvoir fournir du contenu qui est fiable. Et on fait surtout très attention au contenu qu'on appelle YM, YL, je ne sais pas comment vous le dites vraiment, c'est sigle, c'est l'enfer, quoi. Your Money, Your Life. Donc c'est finalement tous les sujets qui concernent finalement, en résumé, c'est les sujets qui influencent la vie des gens. Donc ça peut être du médical, du juridique, de l'administratif, tout ce qui est de l'ordre de la santé, de la nutrition, les conseils sur de l'éducation. Donc ça, finalement, ce sont tout ce qui implique directement la vie des gens. Et là, ce que vous voyez, c'est une capture d'écran du guide qui est donné aux quality writers, les personnes qui font clic-clic toute la journée, en tout cas une partie de la journée, pour aider le moteur à indiquer est-ce de qualité ou pas. Et en fait, Google fournit une charte, disons un mode d'emploi pour aider ces gens à déterminer qu'est-ce que la qualité ou pas par rapport à ce que eux veulent avoir sur le moteur dans les top requêtes. Et là, ce qu'il dit, c'est que ces contenus-là, justement, qui sont importants,
pour la vie des personnes, donc c'est vraiment un aspect sociétal, ils doivent être pris encore plus au sérieux. L'exemple, c'est que par exemple, des sites qui vont donner des recettes de cuisine ou vouloir faire preuve d'humour, on peut avoir une exigence peut-être moins, on peut être moins attaché à ce qui va être écrit ou comment c'est écrit, alors que c'est des contenus Your Money, Your Life, justement, ils doivent être le sujet de la plus grande attention lorsqu'on les relit, lorsqu'on va déterminer la qualité. Donc finalement, si on encourage les quality writers à s'attacher à l'aspect pertinence, fiabilité d'un contenu, naturellement, on peut se dire que bah oui, bah c'est une bonne pratique que nous aussi on doit suivre. La conclusion, c'est qu'il faut être aussi exigeant que le domaine le demande. Donc là, je vous ai montré un autre code de conduite, une autre charte qualité qui existait déjà. EAT, ce n'est pas du tout nouveau finalement, c'est juste la formalisation à travers un sigle, à travers un terme, d'un point de vue général. Donc là, je vous ai mis un exemple qui est le ON-code, qui est le Health on the Net. En fait, c'est un code de conduite, vraiment, pour tous les contenus médicaux qui circulent sur le web. Donc, il y a vraiment une charte avec des critères, comment doivent être indiquer les contenus sur le web. Est-ce que ce sont des contenus qui doivent pas être, ce sont pas des contenus qui doivent se substituer à de la consultation, à du diagnostic par exemple. Ce n'est que du contenu d'information. Si c'est du contenu qui pourrait éventuellement orienter des diagnostics qui doit être donné par telle ou telle personne, tel type de niveau, de diplôme, etc. Donc il y a vraiment une charte qui est assez stricte et vous pouvez même demander une certification on-code lorsque vous produisez des contenus santé. La certification on-code pour les contenus santé, en résumé, c'est un peu, disons, la certification anti-fake news dans le monde de la santé. C'est de dire, OK, ce contenu, il a été vérifié par des professionnels de santé et en plus, il est à jour par rapport aux consignes, aux consignes sanitaires du jour, du moment. Ça doit être des contenus qui font l'objet de consensus médicaux, de consensus scientifiques. S'il y a des sujets qui sont à débat, par exemple des sujets où les gens ne sont pas tout à fait d'accord, ça doit être mentionné. On doit dire comme pourquoi, en quoi les gens ne sont pas d'accord entre eux. Donc il y a vraiment un aspect qualitatif et surtout de fiabilité derrière ça. Mais pour du contenu santé, on se le dit assez facilement que c'est censé être fiable. On voit directement l'impact sur nous. Par exemple, ça ne me ferait pas plaisir de lire dans un magazine de forte audience française qui est connu dans le monde entier que porter des pierres sur soi, ça va guérir forcément du cancer et remplacer une chimiothérapie. C'est pourtant ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps. Le fait qu'un grand magazine français a dit la lithothérapie vous soignera du cancer. C'est très compliqué. Déjà, on se demande un peu comment c'est passé en termes de cycle de validation. Tous les gens qui produisent, qui ont déjà travaillé sur des projets éditoriaux, se disent mais comment un truc pareil est passé. Mais et là, finalement, on s'en est rendu compte parce que c'était de la forte audience. Ça a fait une forme de bad buzz, hein, comme on dit. Parce que c'était de la forte audience, on s'y attachait, on a fait attention à ça, on s'est dit non, mais c'est pas possible, on ne peut pas raconter que les cailloux vont soigner les gens. Ça vous fait peut-être du bien. Si ça vous fait du bien, faites-le, allez-y, hein, je n'ai rien contre ça. Si vous êtes heureux d'avoir des cailloux, faites-le. Mais on ne peut pas dire dans un message public que les cailloux soignent les gens. Donc là, ça s'est vu parce que c'était un site de forte audience. Mais il faut se rendre compte aussi que dans tous les sites, même à petite audience, ce sont des grains de sable en plus de désinformation. Et donc, il faut y faire attention. Et là, il y a aussi un rôle, une responsabilité aussi des éditeurs de dire que si on ne produit pas des contenus qui ont une forme de fiabilité, ou au moins on est allé vérifier, on a demandé à des personnes, ceux qui savent, comme certains disent, demander à ceux qui savent si c'est fiable ou pas. On est aussi responsable de cette désinformation en continu. Ce qui signifie qu'il faut vraiment, là j'insiste, soyez aussi exigeants sur les contenus que vous pouvez produire, que vous pouvez orienter, concevoir, mettre en ligne, que ce que le domaine dans lequel il est le demande. Là, j'ai mis des exemples. Alors, j'ai essayé de ne pas mettre beaucoup de texte, alors j'ai mis que des images.
Voilà. Nous avons le domaine de la santé, évidemment, ce dont je viens parler. Le domaine de la finance aussi. Ça peut être des mauvais conseils finance. Après, les mauvais conseils finance, tout est relatif, mais en tout cas, des conseils finance avérés. Par exemple, très récemment, nous avons travaillé pour le site d'une banque et on a mis des gros highlights, des alertes en fait au niveau de sur toutes les pages, tous les contenus qui pouvaient signaler des taux d'intérêt, des taux d'assurance, etc. Et ces pages-là, finalement, elles font l'objet d'un traitement à part, juste uniquement au moins parce qu'on sait qu'il va falloir les mettre à jour en fonction de choses incroyables que nous subissons, telles que l'inflation, par exemple. Et le fait que ça soit mis à jour au bon moment, ça fait vraiment partie de la fiabilité. Et là, ça va aussi au-delà du contenu. C'est la fiabilité non pas du site internet, non pas du contenu, mais la fiabilité du service. Si vous voulez, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, souscrire, à faire un emprunt quelconque pour acheter une nouvelle voiture, emprunt à la consommation, vous voyez un taux sur le site internet le jour même, vous voyez ça sur votre smartphone, vous entrez à la banque, ils ne vous donnent pas le même taux. C'est ennuyeux quand même. Bon, parfois, le taux est inférieur, vous dites rien. Soyons honnêtes. Et quand le taux est supérieur, dit oui, mais votre site disait ça. Et finalement, c'est pas les, les taux, ils changent tous les jours. Donc peut-être qu'il y a des choses à faire, des automatisations de changement de taux, j'en sais rien. Mais il y a vraiment une idée de fiabilité de service. Et EAT, en ce sens, finalement, il y a ce côté où on parle de fiabilité de contenu, on parle de contenu Your Money, Your Life, mais finalement, c'est un ensemble de signaux qui vont indiquer si le service, l'entreprise, la marque, l'enseigne est-elle fiable ou pas. Et il y a vraiment, et ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, on a vraiment une communication qui est assez claire de la part de Google et même assez tranchée, je dirais. Là, par exemple, c'est une communication, je ne sais plus de quand date cet article, c'est dans la Google Search Central, il me semble que ça a été publié en 2019. C'est une documentation qui explique le rôle, les enjeux des core updates. Tout le monde a entendu parler des core updates, surtout en ce moment, hein, je pense. Et donc ces mises à jour voilà, au niveau de l'index de Google. Et ici, je vous ai copié-collé, je vous ai fait une capture d'écran d'un morceau de paragraphe qui indique si vous avez des fortes baisses au niveau après un core update, si vous avez des fortes baisses après des mouvements importants dans les positions de Google, regardez vos contenus. La consigne, elle est directement orientée. Je veux dire, ah oui, regardez vos contenus, sont-ils fiables? Et là, ce que j'aime bien, c'est qu'il donne vraiment des pistes aussi, il nous aide beaucoup, ce cher Google, cette fois. Il nous dit, est-ce que ce contenu, vous l'auriez volontiers mis sur un magazine ou une encyclopédie? Peut-être pas une encyclopédie, là, c'est vraiment top level. Mais est-ce que vous l'auriez... Moi, ce que j'aime bien dire à mes rédacteurs, c'est ce contenu-là, est-ce que tu l'aurais imprimé? Parce que le papier, ça coûte cher, etc. Mais l'impression, il y a un côté un peu tangible, vous voyez. Et intellectuellement, se dire, est-ce que je l'imprimerai ou pas, c'est déjà un pas de se dire, oui, est-ce que mon contenu, il est bien? En général, on n'imprime pas des trucs qu'on n'aime pas, déjà. Est-ce que le contenu lui-même a-t-il été écrit par un passionné ou un expert? Présente-t-il des erreurs qui sont vérifiables ou des erreurs factuelles? Présente-t-il des faits? Les choses sont-elles vérifiables ou pas? Feriez-vous confiance à cette personne? Et ce que j'aime bien, c'est vraiment dans EAT, c'est pas tant l'aspect de qu'est-ce qu'un contenu de qualité, c'est une phrase un peu biaisée dans nos métiers, de dire un contenu qualité, certains diraient bah, je m'en fiche, c'est le contenu qui se positionne bien, qui fait du trafic. Ok, un contenu qui joue son rôle. Mais est-ce que finalement, l'objectif est très différent entre un contenu que vous produisez pour un objectif d'acquisition de trafic, de marketing, d'acquisition et de conversion, mais est-ce que à la base, ne doit-il pas au moins être à peu près fiable? Sinon, vous montez potentiellement à vos... Là, je vais loin, mais c'est le niveau de service que l'on fournit aux utilisateurs, donc aux clients, aux partenaires, aux prestataires, etc.
Par exemple, je vous ai mis une capture d'écran d'une personne un petit peu connue dans le domaine du référencement naturel qui s'appelle Danny Sullivan. Compte tenu de sa biographie, j'ai l'impression qu'il travaille chez Google et qu'il aide les gens à mieux comprendre ce que Google veut. Voilà. A priori, avec sa biographie, qui sont les gens qui font confiance à cette personne pour donner des bons conseils sur ce que je suis censée faire en référencement naturel? Vous lui faites confiance ou pas? Oui, plutôt. Après, peut-être qu'il nous ment exprès. Et là, ça devient tout un truc. Mais globalement, s'il y a une déclaration, sachant que c'est une personne pour une entreprise, souvent ce sont quand même des gens qui font très attention à leurs déclarations parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir une influence sur ce que font les gens derrière. Et Monsieur Sullivan nous dit EAT, EAT, je me demande vraiment comment ils disent, EAT, IT, est-ce un facteur de positionnement? Est-ce un facteur pour être au top du top dans la recherche organique? Et il dit, ouais, pas vraiment, ça dépend. On- Alors, moi, ça m'a fait plaisir qu'ils disent à peu près ça, qu'ils disent que ça dépend. Globalement, il dit que non, mais que oui quand même, parce que, étant donné que c'est une charte qualité et un code de conduite, si vous suivez cette charte qualité, tout ce que vous faites derrière en termes d'action, en fait, vont devenir des critères de positionnement. Parce que, par exemple, mon contenu est-il fiable? Ça peut être le fait qu'il ne soit pas déceptif. Donc, si je vois un title qui me dit comment partir dans un club vacances en Espagne, je clique et que je me retrouve sur une station de ski en Suisse, je me dis mais c'est pas fiable, il y a un problème. Franchement, il y avait ça comme titre, j'y vais, c'est même pas le bon produit, c'est même pas le bon service. De quoi il me parle? Moi, je voulais le soleil en Espagne, pourquoi il me parle de ski en Suisse? En tant qu'utilisateur, en tant que client potentiel, c'est ce qu'on se dit. La reco SEO derrière, elle aurait été juste. Et bah, tu mets le title en fonction du produit, tu parles du produit, et tu mets les bons mots-clés pour qu'on connaisse le produit, qui correspond à l'intention de recherche, qui est une recherche transactionnelle, avec, etc., etc., etc. Donc finalement, on pourrait se dire que, peut-être qu'on pourrait juste se dire que dire aux gens de faire de l'EAT, de l'EAT, c'est la base, finalement. C'est la base de faire un service qui est à peu près pertinent, à peu près fiable, et tout le reste découle de ça, de faire des sites qu'on aime bien, qui sont qualitatifs, etc. Donc là, c'est l'avis de Danny Sullivan. Mais on a beaucoup parlé de contenu, mais il y a aussi un aspect technique derrière EAT. C'est vraiment ce que nous raconte ce cher ami Google, petite entreprise californienne. Donc, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a aussi l'aspect technique derrière ça, dans la fiabilité. Dans la fiabilité, on sait que, par exemple, il y a eu un moment, si on n'était pas en HTTPS, bon, la vie peut devenir compliquée. Donc, il y a le fait d'être en HTTPS, d'avoir des données cryptées potentiellement. Si vous êtes sur un site e-commerce, bon, HTTPS, ça tombe sous le sens potentiellement. Mais si on est, par exemple, sur un site juridique où il y a des demandes de devis, où on doit remplir un formulaire, un questionnaire de ma demande juridique, si le site derrière, si les données ne sont pas vraiment cryptées, pour un site juridique, c'est un mauvais signal. Là, donc, je parle de HTTPS, il y a tout ce qui est erreur, erreur 500, le site indisponible, des pages 404. Là, finalement, c'est de la fiabilité technique, c'est de dire le site fonctionne-t-il bien? Donc, si le site fonctionne bien, le service fonctionne bien, potentiellement. Ça veut dire que c'est la même chose que si vous voulez aller dans un magasin et vous vous rendez compte que les horaires qui sont affichés sur la porte ne correspondent pas à la réalité. Vous pensiez que ça ouvrait à 13 heures parce que c'est écrit sur la porte 13 heures. Vous arrivez devant le magasin à 13h40 et c'est fermé. Vous dites, bah, je ne peux pas leur faire confiance. Je ne peux pas faire confiance à ce magasin. C'est compliqué, tout va être compliqué. Là, c'est un peu la même chose. Et encore une fois, finalement, derrière, ce sont que des recos SEO basiques, techniques basiques. Et ben non, ça vient éviter d'avoir trop d'erreurs 404. Ou en tout cas d'erreurs 404 qui sont maillées depuis votre propre site, par exemple. Ça, c'est une reco SEO classique de base. Se dire, ah bah non, c'est bien que je n'ai pas de page interne en erreur 500. C'est une recommandation classique de base. Et là, encore une fois, on peut le mettre derrière le prisme EAT.
Pour l'aspect autorité, parce qu'il y a aussi il y a l'aspect donc autorité dans EAT, il y a autorité. Là, ce qu'il faut vraiment retenir, je pense, c'est que, attention, ce n'est pas une course à l'ambassadeur. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre des noms de plein de gens connus sur son site web. C'est pas parce que, déjà, c'est pas parce que vous parlez de gens connus que eux vous connaissent, d'une part. Hein. Il y a un peu l'aspect name dropping, et ce n'est pas parce que vous parlez de gens connus qu'ils ont validé vos propos. Et aussi, ce n'est pas parce qu'ils sont connus qu'ils sont reconnus. Il y a plein de gens très connus. Je pense que chacun, dans des domaines différents, vous pouvez penser instinctivement à quelqu'un de très célèbre, mais avec lequel vous n'êtes pas du tout d'accord. Voilà. Sinon, la politique n'existerait pas, par exemple. Ils sont tous connus et pourtant, facilement, on peut ne pas être d'accord avec eux. Et il ne faut pas vraiment confondre popularité et autorité. Ça, c'est une notion qu'on voit souvent en netlinking, link building, création, enfin, analyse de profil de lien. La différence entre le nombre de liens que vous recevez, le type de lien et le nombre de domaines référents. Moi, j'aime bien dire que, par exemple, lorsque vous avez beaucoup de liens, en général, beaucoup de backlinks, ça veut dire que tout le monde parle de moi. Tout le monde parle de moi, absolument tout le monde. Mais quand quelqu'un vous, et alors que si le nombre de domaines référents, c'est finalement les gens d'autorité, c'est quand les gens importants, influenceurs, qui vont influencer l'opinion, parlent de moi. La différence, y a pas la même, c'est pas la même notion. C'est vraiment la différence entre est-ce que je suis connu, est-ce que je suis reconnu, est-ce que je suis célèbre, est-ce que je deviens quelqu'un de connu à travers le temps. Et souvent, quand on commence à essayer de faire des choses bien, d'être reconnu, d'avoir un discours fiable, et on essaye de faire des choses comme on aime, souvent la popularité, elle vient après. Ce qui signifie que finalement, faire un contenu de qualité, c'est simple. C'est euh, vouloir fournir un service de qualité. Là, ce que nous, on dit souvent chez Assonance, c'est que le niveau de service qu'un contenu prodigue doit être équivalent à ce que le vendeur vous dirait dans les rayons. Un bon vendeur. Hein. Pas un vendeur qui vous prend de haut, tout ça. Voilà. Un vendeur cool, qui connaît son métier, qui connaît les produits, qui peut vous conseiller. Ensuite, il y a aussi la prise en compte des ressources nécessaires pour la mise à jour des informations. Ça, en fait, l'aspect mise à jour est très, très, très important dans EAT. Et lorsque vous concevez des contenus, mettez de côté, dans un truc de suivi quelconque, quels sont les contenus que vous devez mettre à jour, parce que ça demande du temps et de la ressource et donc de la veille. L'importance du recrutement des experts également, recruter des experts, mais surtout, ah ben, voilà, utilisez sources d'autorité, variez vos sources. Et ce qui est intéressant, c'est que on aurait souvent par pratique peut-être ancestrale des liens sortants. Il y a plein de gens qui aiment les mettre en nofollow. Mais dans EAT, ça nous fait réfléchir que si ce sont des sources pertinentes, est-ce que je dois les mettre en nofollow ou pas? Parce que si je les mets en nofollow, je ne dis pas vraiment au moteur que j'ai des super sources pertinentes non plus. Donc si je ne lui montre pas l'info, comment la sait-elle? Et au niveau des mises à jour des contenus, c'est pensez vraiment, moi ce que j'aime bien dire, c'est que chaque contenu, c'est une information. Quand doit-on mettre à jour un contenu? C'est quand l'information change, c'est tout. Et si on parle d'information, ça veut dire que ce n'est pas que le texte. C'est le texte, l'image, la vidéo, etc. Tant que l'information change, mettez-la à jour. Et ça fait se poser des questions, c'est faut-il supprimer le contenu précédent? Pas forcément. Vous pouvez aussi documenter le changement d'information. Et si vous documentez le changement d'information, vous documentez le fait que vous êtes fiable parce que vous êtes à jour, etc. Et après tout, un blog, qu'est-ce que c'est? C'est weblog, c'est un historique. Mais quelles sources? Ce qui est compliqué, c'est les sources primaires. Dans Wikipédia, par exemple, il y a un vrai problème avec les sources qu'on appelle de première main. Quand on est soi-même la source, souvent, on ne se fait pas valider ses contenus parce qu'il faut qu'il y ait une source secondaire. Donc, il y a une vraie problématique derrière. Donc, l'expert, finalement, c'est peut-être vous. Si vous êtes expert de votre métier, eh ben, ouais, ça peut être très bien vous, l'expert. Mais dans ce cas-là, si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas assez connu, faites-vous connaître, quoi. L'idée, c'est de devenir reconnu. L'authorship derrière tout ça, on a eu une période où tout le monde voulait connecter les comptes, les auteurs à des comptes Google+, parce que ça mettait la petite image, l'authorship.
L'authorship, finalement, il y a une déclaration un peu vague qui dit OK, on s'en sert plus, mais mettez quand même les balises sur un malentendu, ça vous servira un jour. Et après tout, pourquoi pas, parce que ça reste de l'optimisation derrière. Et finalement, derrière ça, c'est que c'est l'usage des données structurées. Quand on fait de la programmation informatique, le langage informatique qu'on utilise, c'est finalement l'interface entre moi et la machine pour lui donner des instructions. Les données structurées, c'est juste un langage en plus, une information en plus que je donne au moteur de recherche pour le dire, voici ce que je veux te montrer, voici l'information, et je précise finalement le type d'information. Ceux qui sont un peu expérimentés en données structurées savent que, en fait, au final, l'affichage dans les snippets, il en fait un peu à sa tête. Il fait un peu ce qu'il veut. Mais sur un malentendu, il affichera un jour la date, il affichera un lieu, voilà. Donc finalement, il y a ça, c'est les données structurées m'aident à communiquer avec le robot, donc utilisez-les, voilà, pour lui indiquer la fiabilité de votre contenu. Ça lui permet, c'est juste encore des indices en plus pour qu'ils comprennent ce qui se passe et en quoi c'est pertinent, d'autorité et fiable. Définissez aussi un contenu de stratégie légitime. Par réflexe, on a tendance à vouloir produire des contenus, par réflexe encore une fois ancestral, de produire des contenus en fonction d'une liste de mots-clés, je produis des contenus, etc. Mais parfois, en fait, vous n'avez pas à les produire. Qui êtes-vous pour parler de ça, de ce sujet-là? C'est pas parce que c'est un mot-clé à fort volumétrie que vous êtes censé en parler. Peut-être que vous savez de quoi vous parlez, peut-être pas du tout. Donc, allez chercher les informations, croisez-les et ne produisez pas de contenu où vous n'avez rien à dire. En plus, ce qui est vraiment embêtant, c'est que souvent, ce sont des contenus qui sont très durs à produire parce que personne ne sait quoi dire dessus dans votre boîte. Et en plus, ça crée une scission, ça crée des problèmes d'engagement collaborateur et ça met à part l'équipe marketing par rapport au pôle métier. Donc, alors finalement, autant s'en passer. Avec la montée de AT, ce qui est triste mais qui est un cool quand même, c'est que finalement, vu qu'on parle d'autorité, de fiabilité, de mise à jour, il y a l'aspect où il faut vraiment passer du temps sur ce qu'on fabrique. Et avec la montée de AT, si ça prend vraiment une grosse... si ça monte encore, enfin en tout cas l'influence, l'impact concret, il va y avoir un tri qui va se faire. Que les contenus bons vont devenir des contenus mauvais. Il va falloir être excellent pour se démarquer. Le profil de lien, on en a déjà un peu parlé. Et surtout, si vous n'êtes pas encore une référence, c'est pas grave, en fait, vous pouvez le devenir. C'est ce travail-là de construire votre autorité, de construire votre fiabilité. Nous, ce qu'on dit à nos clients en niveau de définition de stratégie de contenu, on leur dit notre travail, c'est finalement, c'est pas de vous apporter du trafic. C'est pas de vous créer des pages. Notre travail, c'est de faire comprendre à la fois aux moteurs de recherche et à la fois aux gens, à la fois à tous les internautes, que c'est vous les boss de votre métier, que c'est vous qui connaissez, que c'est vous les experts, c'est vous qui savez faire, c'est vous qui êtes fiable. Et tout ça, tout le reste, c'est un ensemble de signaux, un ensemble d'indices que vous donnez, que vous éparpillez. C'est de l'image de marque, c'est de la stratégie, c'est du contenu, c'est du guide, c'est de l'article. Finalement, tout ça va dans le même sens. Ce qui signifie qu'il faut prendre en sérieux les stratégies de contenu, que ce soit en termes de ressources allouées, de temps alloué, de budget potentiellement. Nous, on a trop de demandes où finalement, on a potentiellement des budgets intéressants, d'enveloppes intéressantes, mais on se rend compte que derrière, en interne, il n'y a personne pour gérer. Il n'y a personne pour relire. Il n'y a personne pour voir ce qui va se passer derrière. Et ça, c'est un projet éditorial qui n'est pas pris au sérieux. Et finalement, ça ne sert à rien parce qu'ils ont dépensé des budgets astronomiques potentiellement, mais c'est jamais mis en ligne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui s'en occupe. C'est pas pris au sérieux, c'est mis de côté. Je te regarde, Pierre. Et faire en sorte que son site... Donc la conclusion, c'est que EAT, c'est quoi? C'est rendre son site fiable techniquement et éditorialement. Ce sont vraiment les deux points, pour que ces services ils deviennent des références. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Oui, je vous donne le micro. Merci pour la conf. Du coup, qu'est-ce que tu penses des outils de génération de contenu automatique dans le cadre de l'EAT? Est-ce que tu penses que... Alors,
Moi, je les trouve bien. Alors, les outils de génération de contenu, mais il faut assumer à quoi ils servent, en fait. À quoi ça sert de générer des contenus? Ça sert à aller vite sur une certaine typologie. Les outils de génération de contenu, ils peuvent rédiger, mais ils ne peuvent pas forcément inventer. Et ils ne peuvent pas avoir la singularité, ça reste des machines. Donc moi, je dirais que c'est simple, c'est de choisir son combat. Si vous avez des articles, par exemple, qui vous diffusez aussi sur LinkedIn ou je ne sais pas quoi, en fait, assumez que ce sont des articles éditoriaux, brand content, business, expert. Si vous avez des pages produits où vous devez juste faire une différenciation entre qu'est-ce qu'un canapé bleu, vert, en velours, en sky ou je ne sais pas quoi, et ben vous assumez ça. C'est vraiment attribuer chaque outil, chaque type de ressource à l'enjeu qu'il y a derrière. Mais en soi, l'intelligence artificielle, si ça peut écrire à ma place tous les trucs chiants, j'y vais.